Alors, j'ai été très content d'être invité avec une carte blanche parce que j'ai aussitôt pensé à Isabelle Carré parce que je la surveille depuis longtemps quand, quand elle joue, quand elle écrit, et je me dis ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense correspond exactement à ce que j'ai envie de vous proposer ce soir et ce dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire non pas ce besoin de créativité, mais cette contrainte à la créativité, c'est-à-dire pourquoi parmi nous, ou nous-mêmes, qu'est-ce qu'on serait, comment pourrait-on vivre s'il n'y avait pas la créativité. Et ce que je proposais à Isabelle, c'est que nos bébés sont créatifs très tôt, et souvent même avant la parole. Et que la première création d'un bébé, c'est un papier, un crayon et dessiner. Et généralement, il dessine, les premiers dessins, c'est des bonhommes têtards, c'est-à-dire un gros bonhomme pas sexualisé, un gros bonhomme, on ne sait pas si c'est un bonhomme et une bonne femme, avec des bras et des grands doigts qui partent dans tous les sens. Et c'est pour eux, c'est très important, puisque généralement, quand ils font leur première œuvre d'art, qu'est-ce qu'ils font? Ils la portent à maman comme quelque chose de précieux. Alors, à quoi correspond cette première œuvre d'art de tous nos bébés, de tous nos enfants? C'est que quand ils dessinent, au moment où ils dessinent, ça leur permet de supporter l'absence de maman. Si maman est toujours là, eh bien c'est elle qui fait le boulot. Si maman s'absente, je suis seul au monde, que je ne connais pas, c'est la première fois que j'arrive au monde. Je suis seul au monde, j'ai peur, mais dans mon monde intime, je vais prendre un papier, un crayon dans mon monde intime, je vais dessiner un bonhomme tétard, un bateau, des fleurs, avec la représentation préverbale d'image. Je vais le donner à maman quand elle rentrera et il y aura une fête affective. On va s'embrasser, ça va être merveilleux. C'est-à-dire que l'idée que proposent nos enfants préverbaux, c'est que cette contrainte à l'œuvre d'art, ça permet de supporter l'absence, ça permet de supporter le manque. Et en préparant ce bavardage qu'on va avoir, je disais à Isabelle, la première œuvre d'art culturelle, c'est la sépulture. C'est-à-dire que la mort, ça fait partie de la vie, puisque tout ce qui est vivant meurt, les êtres humains, les animaux, les plantes et même les planètes s'éteignent. Même les étoiles s'éteignent. Donc dès que c'est vivant, ça meurt. Et seulement quand on s'attache, c'est lié à l'affectivité, de même que le bébé qui fait un dessin, c'est pour continuer à tisser un lien affectif avec la mère qui est absente, et ben elle est absente dans le réel, mais elle n'est pas absente dans sa représentation puisqu'il pense à elle et qu'il fait un dessin qu'il va lui donner. Donc il vit dans un monde de représentation théâtrale. Donc il commence déjà son petit théâtre. Sauf que là, il est décorateur. Et que donc il commence, eh bien, la sépulture, on comprend intelligemment que il, elle, n'est plus dans le réel, il, elle, n'est plus là, mais je suis déchiré parce que il, elle, est encore là, dans ma mémoire, je pense encore à lui, à elle, j'aime encore quelqu'un qui n'est plus dans le réel. Comment faire pour supporter cette déchirure? Eh bien, je vais faire une sépulture. Je vais faire une sépulture, c'est-à-dire que je vais prendre son corps, le mettre dans une disposition spatiale. Alors là, je pense aux sépultures de Monsieur et Madame Néandertal, c'est les premières sépultures. Il y en avait peut-être avant, mais bon, dans les archives, c'est celle qu'on cite. Et ces sépultures-là, les hommes vers le levant ou les femmes vers le couchant, je ne me rappelle pas, mais enfin, il fallait faire une différence, hein. Donc, et puis des pétales de fleurs, et puis des offrandes alimentaires, et puis des cailloux colorés. Il a fallu prendre des cailloux, les colorer pour que ces cailloux changent de signification. Ces cailloux n'étaient plus des cailloux dès qu'ils étaient colorés, ces cailloux signifiaient
Ceci est une sépulture qui contient le corps, et peut-être l'âme, sûrement pas, mais qui contient le corps de quelqu'un qui n'est plus là, mais qui est encore là et là. Et puis, on a trouvé aussi des pipeaux, c'est-à-dire on a trouvé des oursons, des fémurs d'oursons qui avaient des trous. Et c'était des pipeaux. Et puis autour, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des pierres convexes, c'était des xylophones. On peut donc imaginer que monsieur et madame Néandertal ont fait de la musique, ont jeté des fleurs, probablement ils ont pleuré, et ils ont fait le théâtre de la mort. C'est-à-dire que nos bébés, quand la mère s'absente, font le théâtre de l'absence, qu'ils comblent par le dessin, et eux faisaient la mise en scène du théâtre de la mort. Il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil. Il n'y en a pas. Et si on ne le fait pas, on a honte, on n'est pas bien. Si on ne le fait pas, on voit par exemple dans les disparitions accidentelles ou au cours des guerres, quand les gens ne sont pas morts mais sont disparus, ben les deuils sont très difficiles à faire. Sauf, je vais citer Georges Perec, sauf Georges Perec, il est né, c'est mon frère d'âme. Je l'ai appelé comme ça avant Ndiaye, celui qui a écrit ce très joli livre sur les Sénégalais, son frère d'âme. Donc Perec, Georges Perec est mon frère d'âme. Son père s'engage, est d'origine polonaise, il s'engage dans l'armée française, il disparaît. Sa mère l'accompagne à la gare de Lyon, elle disparaît. Sa famille, sa tante disparaît, ses cousines, cousins disparaissent. Il n'y a pas de trauma. Son monde se vide, le manque, la mort, la non-vie plutôt. Il ne pense pas, il ne comprend pas, il ne sait pas qu'ils sont morts. Pour eux, ils ne sont plus là, ils sont disparus. Et puis, il est hébété jusqu'au jour où l'enfant, 10 ans, 9 ans, 10 ans, dit, bon, j'ai compris qu'en fait, ils sont disparus pour toujours, donc c'est un équivalent de mort, donc je vais écrire leur autobiographie, je vais écrire l'autobiographie de mes parents disparus, et comme ça, les livres que je vais écrire sera leur sépulture. Et ce petit garçon, mauvais élève, hébété, dès l'instant où il a un rêve en tête, il devient bon élève. Parce que le travail, les efforts, la souffrance a un sens. Et il écrit un livre qui a eu le prix Renaudot. C'est le prix Renaudot, hein, je crois. Donc il écrit un livre, et étrange, je lis ce livre, je mets longtemps à comprendre, c'est curieux, c'est poétique, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est intéressant. Et puis je mets longtemps à comprendre que ce qui a disparu, c'est la voyelle E. La voyelle E qui désigne eux, mes parents disparus. Et il a écrit ce livre sans E, EX, et sans E, voyelle. Et dès l'instant, et j'ai un ami qui l'a eu comme archiviste, parce qu'ensuite il a fait des brillantes études, il a été archiviste au CNRS, et mon ami Ferrari l'a eu comme archiviste à l'hôpital Saint-Antoine. Et ce petit garçon hébété, mauvais élève, retardé, est devenu un scénariste magnifique, un écrivain magnifique. Et dans la vie quotidienne, c'était un homme qui avait un humour tout le temps. Il transformait tout en humour. Je ne sais pas si vous avez lu Le jet de tomates sur la cantatrice. Vous devez le lire. Hein. Ça, c'est pas. Alors là, c'est obligatoire. Hein. C'est un petit livre. Ça vous coûtera pas cher, mais vraiment, vous ne pouvez pas ne pas lire ce petit livre. Sauf que vous prenez un risque, hein, c'est de mourir de rire. Mais Mais sinon, alors il raconte avec un pseudo-langage scientifique, il calcule le jet de la tomate, la courbe, il calcule, enfin, et ici donc c'est très drôle. Ce qui veut dire, c'est que finalement, ces œuvres d'art, nos bébés, Monsieur et Madame Néandertal, Georges Perec, probablement Isabelle Carré, sont obligés pour devenir eux-mêmes, parce qu'on passe notre vie à se construire, hein,
même les âgés, même les personnes âgées, on continue, ça va moins vite que quand on est enfant, mais on construit encore. Euh, on passe notre vie à se construire, à devenir soi-même. Alors là, vous avez reconnu une phrase de Papa Freud, hein, c'est-à-dire qu'on passe notre vie à se construire, à devenir soi-même. Donc c'est fatigant, c'est passionnant, mais c'est fatigant. Mais alors, tout ce que l'idée que la question pour Isabelle, c'est finalement, est-ce que dans votre parcours, dans votre cheminement, vous avez éprouvé vous aussi ce besoin de combler un manque par l'art, la comédie, l'écriture? Est-ce que c'est pour vous, ça correspond, le schéma que je propose, ça correspond à vous, hein? Ben oui, parce que j'ai eu une enfance pas compliquée, mais un peu brinque-ballante. Et je me suis retrouvée quand même à un moment donné, ben j'avais 14-15 ans, dans un hôpital psychiatrique, je le raconte dans Les Rêveurs. Et c'est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est en voyant Romy Schneider dans une toute petite télé qui disait cette phrase: préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort, que j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre. Donc on ne peut pas tomber plus comme meilleur exemple, voilà, de vos mots. Et devenir soi-même, c'est paradoxal quand on fait du théâtre de se dire qu'on devient soi-même à travers les mots des autres et à travers d'autres personnages que soi. En fait, on monte sur scène pour se quitter et se retrouver. Y a un double mouvement. Ce qui est très pratique quand on est comédien et par rapport à l'écriture que je découvre, c'est qu'on est caché par le personnage, par le texte qu'on apprend, qui n'est pas le sien, ça tout le monde le sait. Et en même temps, on peut dire des choses tellement, tellement, tellement vraies, tellement profondes. C'est Marivaux qui dit ils font semblant de faire semblant, les acteurs, en parlant des acteurs. Mais ça, vous ne le savez pas, enfin, je devrais peut-être pas le dire d'ailleurs. Et du coup, c'est très pratique parce qu'on peut dire des choses de soi vraiment d'une grande sincérité, mais en même temps bien cachées, bien calfeutrées, sous prétexte de jouer la comédie. Et au fond, on ne joue pas du tout la comédie, on dit ce qui est de plus sincère. Tout à fait. La fiction ne dit que le vrai. C'est-à-dire que c'est l'agencement qui donne une apparence de fiction. Mais la fiction dit le vrai. C'est pour ça que les romanciers jouent un rôle énorme sur la culture. Et les gens de cinéma, avec notre technologie moderne, jouent un rôle énorme sur la culture. J'ai vu Persépolis il n'y a pas longtemps, qui est un dessin animé. Les dessins sont pas tellement beaux. Je suis sorti bouleversé. J'adore les dessins. Ah, ah bon? Ah ouais. Ah bon, bon. J'aime tout dans le film. Et moi, je suis sorti bouleversé parce qu'il y avait ce pouvoir d'évocation, le développement, l'histoire d'une petite fille qui a des entraves partout, qui est amusante, qui est sympathique, qui fait le pitre, qui manifeste. Elle apprend à manifester comme son papa et sa maman, sauf qu'elle, elle manifeste en tournant autour de la table. Et puis, la vie, j'étais impressionné. Quelqu'un confirme ce que vous avez dit sur la fiction qui dit le vrai, sur les comédiens porte-parole, c'est Gérard Depardieu. S'il n'avait pas eu les mots des autres, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il le dit lui-même, hein, il serait resté délinquant à Châteauroux, bagarreur et délinquant. Mais ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était amoureux des mots des autres. Lui, il disait, il écrit très clairement, parce que il est brutal, mais très poétique en même temps. Et il dit avec, il prend pas de gants quand il parle. On a intérêt à se. Il n'y a pas de filtre, oui. Oui, ah non, 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 il n'y a pas, non. Et il dit, il raconte son enfance. Il dit, la Lilette, c'est sa mère. Il raconte comment il a aidé sa mère à accoucher de ses petits frères et sœurs. Il dit, ben oui, elle ne savait pas, il n'y avait personne pour la surveiller, donc je l'ai accouchée. Il dit, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il avait 12 ou 13 ans quand il a fait l'accouchement de sa mère. Et donc, et il raconte que s'il n'y avait pas eu l'amour des mots des autres, comme il était un peu délinquant,
il allait au cinéma, mais il n'avait pas d'argent pour payer l'entrée au cinéma. Donc il avait trouvé une entrée latérale derrière les poubelles et il rentrait et il a une culture cinématographique. Il était heureux dans une fiction qui parlait de lui. Oui, on va au cinéma, on va au théâtre pour se voir et on lit pour se lire. Le plaisir de la lecture, c'est quand on arrive à... Moi, j'appelle ça les phrases bijoux. C'est mieux qu'un collier, quand tout à coup on lit et qu'on se dit mais c'est exactement ça que je ressens, c'est comme ça que j'aurais voulu le dire, c'est comme ça que j'aurais voulu le formuler, je n'en étais pas capable, mais maintenant c'est clair. Et le sentiment que le marasme est remonté à la surface et qu'il est plus si noir que quelque chose s'est éclairci. Et puis, le théâtre a toujours eu, dès le début, le théâtre dans la Grèce ancienne a eu une fonction démocratique. C'est-à-dire que les citoyens devaient aller au théâtre. Maintenant, il faut payer pour aller au théâtre, alors que là, on les obligeait à aller au théâtre. Et puis, les comédiens jouaient sur scène les problèmes de la cité. La guerre, la famine, l'inceste. Pourquoi faut-il interdire l'inceste pour faire du social? C'est un mystère humain, ça. Eh bien, il le jouait. Oedipe, il le jouait. Et ensuite, on fermait les portes et les citoyens devaient parler de ce qu'ils avaient vu. Bien sûr, ils n'étaient jamais d'accord. Ils se disputaient. En démocratie, on se dispute. Quand on ne se dispute pas, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est un langage totalitaire. Dès l'instant où on Ça peut... fait plaisir d'entendre ça aujourd'hui, non? On se dit ça va, c'est bon en fait. Eh oui, elle m'a entendu penser là. Et donc, oui, on répète la voix du maître. Et tandis que là, on s'exprime soi. Et Depardieu dit clairement que quand il avait le texte, alors ce voyou, c'est pas médisant de ma part, hein, il le dit lui-même. Hein, ce voyou on va l'appeler ce voyou de charme, hein, ce voyou ce voyou littéraire, avait dans sa poche des textes de Molière. Il avait des poésies. Et ce gars qui raconte lui-même qu'il vivait dans un pays où on ne parlait pas, parce qu'on ne savait pas parler. Son père lui disait, son père parlait peu, comme dans ce milieu-là, souvent, et il disait, quand tu ne comprends pas, souris. Ah, c'est ma technique aussi, j'avoue. Mais bien, bon, on l'a tous. On l'a tous. Quand je vais à l'étranger, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on va, C'est vrai, et on fait comme ça aussi. alors, on sourit. Alors, avec là, je commence à avoir des difficultés d'oreille. D'ailleurs, ça joue des rôles parce que je commence à mal entendre. Et un jour, quand il y a un brouhaha, j'entends plus rien, mais quand il y a un silence, j'entends encore. Et il y avait un brouhaha et je vois une femme s'approcher de moi. Et puis, elle me dit. Alors, je la fais répéter. Et elle recommence. Et alors, j'ose pas encore la faire répéter. Alors, je fais. Et à ce moment-là, elle fait un pas en arrière parce qu'elle est furieuse. Et là, elle crie et j'entends sa voix et elle me dit, mais après, monsieur, il a fallu me couper la jambe. Donc j'avais souri. J'avais souri bêtement alors qu'elle était en train de... Bon, là, on s'écarte de... Oui, on avait dit qu'on ne le ferait pas. Voilà, donc on fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ne ferait Mais pas. tout à l'heure, en fait, parce qu'on a un peu discuté avant que vous arriviez, et on parlait aussi, et c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup, et je sais que vous aussi, bien sûr, sur la résilience des enfants et l'affection, et le développement de l'intelligence et le bon développement de l'enfant est toujours en adéquation avec la façon dont il a été entouré, aimé ou pas. Et j'évoquais comme exemple, j'ai tourné un film au Cambodge avec Bertrand Tavernier. Et donc, je me suis retrouvée pendant 2 mois et demi, ce qui était un sacré choc, dans des orphelinats à Phnom Penh, entourée d'enfants, voilà, avec des orphelinats qui prenaient les enfants dans les bras et d'autres orphelinats qui laissaient les enfants sans aucun soin, sans aucune attention, sans même qu'on leur adresse la parole, toute la journée. Puisqu'on passait toute la journée avec eux, on pouvait bien se rendre compte de ce qui se passait.
Et on voyait très concrètement ce que ça donnait, c'est-à-dire des séquelles peut-être irréversibles. Donc enfin, pardon, je saute du coq à l'âne là, mais c'est vrai qu'on parlait intelligence, attachement, on parlait de ça entre nous, et j'aimais beaucoup, enfin voilà, la piste que vous donniez du fait que non, ça peut ne pas être irréversible. Alors, ce que dit Isabelle, j'ai le même témoignage pendant en Roumanie, après la chute du mur. Il y avait le même témoignage. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'enfants massacrés par la carence affective. Massacrés par la carence affective. Et Șerban Ionescu, avec qui on travaille, l'évalue à peu près à 200 000 enfants massacrés. Donc c'est une catastrophe humaine énorme. Mais il n'y a pas que les Roumains qui rattrapent leur retard actuellement, mais il y a beaucoup d'autres pays. Et actuellement, c'est en Tchécoslovaquie qu'il y a le plus d'enfants abandonnés, alors que c'est un pays riche. Alors là, il y a et alors, ce que dit Isabelle, c'est un mystère. Depuis Louis XIV, on décrit les, les débilités, les difficultés de développement physique des enfants en carence affective. Louis XIV. Quand Louis XIV a constaté ça, c'était pas un homme d'une très grande tendresse, hein, mais quand il a constaté ça, il a intégré, il a fait sortir les enfants d'isoloirs, peut-être chez Ceausescu, et il les a fait mettre à l'hôpital général en disant là au moins ils pourront parler, il y aura des gens pour parler avec eux. Je ne sais pas si ça s'est produit, mais on n'arrive pas à faire rentrer dans la culture que l'affectivité, aimer, affecter, exprimer ses émotions, d'où l'importance des comédiens, d'où l'importance du cinéma, parce que eux font ce que nous, on ne sait pas faire. Eux, ils nous servent de catalyseurs. Ce sont nos porte-paroles. Et dans ce cas-là, on isole les enfants, l'affectivité s'éteint. Et comme je suis aussi neurologue, cette phrase, l'affectivité s'éteint si un enfant ou un adulte est isolé, on le photographie. Aujourd'hui, on photographie les altérations cérébrales provoquées par la carence affective. La neuroimagerie fait ça, c'est pas discutable. On voit l'atrophie frontale, on voit l'atrophie des circuits limbiques, on voit les malformations du cerveau provoquées par la privation d'affectivité. C'est facile à comprendre, parce que l'affectivité, c'est notre stimulus. Si un enfant est affecté, un enfant préverbal est affecté, il va avoir envie de parler. Et donc il va être avide des mots des autres, il va apprendre très vite à parler sans école et sans livre. Pas tout simple à l'affectivité, parce qu'il a envie de parler avec cette grande dame là qu'il appellera maman et qui est un géant sensoriel, et il a envie de communiquer parce qu'elle le sécurise, elle l'entoure, c'est son univers. Donc il apprend à parler en 10 mois. Entre le 20e et le 30e mois, tout enfant, quelle que soit la culture, apprend sa langue maternelle en 10 mois, avec l'accent. C'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Après, il faudra des profs, des livres, et puis les résultats seront moins laborieux. Ce mystère de la vivacité de l'intelligence activé par l'affection. Un enfant qui n'aime pas ne parle pas. Les enfants autistes ont du mal à développer leur affectivité. Il y a plein d'hypothèses pour ça. Ils n'ont pas envie de parler. Ils ont même peur des mots. Ils ont peur de parler parce que parler, ça représente un monde totalement absent. Et je fais l'hypothèse que pour eux, c'est un vertige anxieux insupportable. Parler, pour eux, c'est une angoisse. C'est représenter quelque chose qui n'est pas là. Et si je dis ça, c'est parce que les enfants autistes ont du mal à franchir un seuil, un pas de porte. Ils piétinent, ils ont peur, parce ils ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Parce que probablement, ils pensent que de l'autre côté de la porte, il y a un trou, l'infini, ils vont mourir plongés dans l'infini. Alors ça veut dire que l'affection dès le départ est liée à l'intelligence, à l'apprentissage de la parole. Et ensuite, la parole est un outil affectif. On parle pour s'affecter.
bien plus que pour s'informer, parce que si on ne parlait que pour s'informer, l'ordinateur suffit. Or, il faut rencontrer les gens. Il faut que la parole soit affectivée. On peut dire ça? Pourquoi pas? On va inventer un Oui. néologisme. Moi, j'aime bien inventer des mots aussi. Ça vous convient? Ah oui, Bon, alors je le on prends. garde. Alors, et que un enfant isolé, qui n'est pas autiste, mais qui est autiste-like, parce que l'isolement, c'est la privation d'altérité. Donc, s'il n'y a pas d'altérité, ben, il y a soi-même. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à découvrir. Donc, s'il n'y a pas d'altérité, on n'apprend pas à parler, on n'a pas envie de se décentrer de soi pour découvrir le monde mental d'un autre, on n'a pas envie de devenir artiste pour découvrir d'autres univers que les nôtres. On va au cinéma pour découvrir des films japonais passionnants. C'est des univers passionnants, les films du Proche-Orient. Le Proche-Orient est en immense difficulté politique et économique aujourd'hui. Ils font des films bouleversants, passionnants, qui posent des problèmes. Le théâtre grec, à l'ancienne, ils disent sur du papier, sur des écrans, ils disent ce que la culture ne sait pas formuler. Eh ben, les metteurs en scène, les romanciers, les comédiens formulent, donnent une forme d'image et de mots, une représentation de ce que, au Proche-Orient, la guerre empêche de formuler. Mais après la guerre, il y a un rebond littéraire énorme. Après toutes les guerres, il y a un rebond littéraire. Hein, c'est-à-dire que là, il y a un nombre de... On est contraint à l'écriture pour chercher à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des œuvres d'art qui, sans tragédie? Question. Réponse. Je vois que la réponse, je ne sais pas. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut, même Ronsard, mignonne, allant voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, même Ronsard, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es jeune maintenant, on va vite en profiter pour s'envoyer en l'air parce que dans 5 ans, c'est trop tard. Donc même Ronsard est en train de dire joliment une tragédie humaine inévitable. Voilà, je pense qu'avant de nous avoir rencontrés, vous aviez des idées heureuses. Je J'espère. pense qu'on peut créer dans la joie, par contre. On peut tout à fait créer dans la joie. On n'a pas besoin d'être dans la douleur. Il y a des metteurs en scène qui imaginent qu'il faut secouer les acteurs et les manipuler et même parfois les tordre. Enfin, moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, en fait, ce que vous dites par rapport à l'enfant et à sa mère, aux stimuli émotionnels et affectifs, moi, personnellement, j'ai l'impression de jouer mieux quand un metteur en scène me respecte, a cette bienveillance et que j'ai envie de lui rendre au centuple cette bienveillance que je vois en face de moi. Donc la douleur, oui, peut être originaire. Alors une douleur, peut-être oui, de l'enfance, une douleur, c'est la contrainte. Oui, elle est certaine puisque bon, moi j'aime beaucoup ce livre que ceux qui ne l'ont pas lu de Rilke, Lettre à un jeune poète. Quand il dit à Capuce, demandez-vous si vous mourriez, s'il vous était défendu d'écrire. Bah sinon, apparemment, bon, il vaut mieux laisser tomber. Il faut cette nécessité-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette nécessité-là, à un moment donné, ça devient trop dur. C'est-à-dire que si on vous demande dans une journée de cinéma de pleurer, comme je disais tout à l'heure, 8 heures de suite, pendant 8 heures, oui, il faut avoir un petit matos quand même au fond de soi pour faire remonter, rejaillir tout ça. Donc de la douleur, il en faut au départ, c'est sûr, mais on peut créer, au contraire. Créer rend heureux. Alors la contrainte à la création, c'est probablement le manque, mais la création, c'est un moment de bonheur. Et le partage de la création, c'est un moment de socialisation des âmes. Parce que regardez le plaisir qu'on éprouve quand on va au cinéma et qu'on réagit de la même manière au même film. Qu'est-ce qu'on se sent proche? On respire ensemble, Voilà, on vit les mêmes émotions ensemble et du coup, on se dit on n'est pas seul, quoi. voilà, Et ce sentiment de ne pas être seul, déjà, c'est quel réconfort. voilà. Et puis, elle a les mêmes réactions que moi, donc on est On proche. se comprend. On se comprend.
Donc, donc ce que vous êtes en train d'échanger, d'élaborer, c'est que s'il n'y avait pas la créativité, il y aurait la mort. Mais que l'enfant qui fait son dessin pour supporter l'absence de sa mère, au moment où il a son petit stress, maman n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis seul au monde. Dès l'instant où il prend un papier, un crayon, il dessine quelque chose qu'il va donner à sa mère, il éprouve sûrement le plaisir des couleurs, le plaisir de penser qu'elle va être heureuse, le plaisir de penser qu'elle va l'embrasser, pousser des cris d'admiration. Et au moment de la création, il est heureux. Donc il a lutté victorieusement par la création, il a lutté victorieusement contre l'angoisse de mort. Et les émotions, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Elles débordent. Et c'est pour ça que l'art, la création, c'est comme un vecteur, en fait. C'est comme un endroit où les mettre quelque part. Je me souviens quand j'allais à l'avant-première des Émotifs Anonymes, un chauffeur de taxi me demandait ce que j'allais faire. Je lui raconte le film, il me dit « Mais oui, mais vous avez vraiment de la chance, vous les comédiens, parce que vous avez le droit. » Vous avez le droit à ces émotions. Mais imaginez, moi, dans mon taxi, si j'ai la voix de Charlotte Gainsbourg et que je me mets à pleurer dès qu'on me demande une course trop difficile à faire. Ou imaginez, moi, que je me mette en colère. Ou dans un bureau. Non, vous n'avez pas le droit. Moi-même, quand je rentre le soir chez moi à la maison, que j'ai envie de pleurer, je vais me cacher derrière le frigidaire pour pas que mes enfants me voient. J'ai pas le droit de pleurer en rentrant. Donc heureusement finalement qu'il y a la salle et qu'il y a la possibilité d'exprimer à travers un texte, à travers ses émotions. Je pense que peut-être aussi l'enfant, c'est peut-être pas tant pour faire venir sa mère ou pour combler le manque que où je mets ces émotions du manque est-ce que je continue à pleurer ou est-ce que j'en fais quelque chose? Alors ça me paraît très convaincant. C'est que je pense que les comédiens permettent le détour par l'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est avec les gens les plus importants de notre vie qu'on a le plus de difficultés à parler. Parce que les mots prennent un poids tellement important qu'un mot raté, c'est une blessure. Un silence, c'est une blessure. Alors, c'est facile. Imaginez, je vais voir ma boulangère. Et ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je ne vous aime pas ». Je vais me dire « Tiens, elle ne sait pas ce qu'elle perd ». Voilà. Donc, si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, là, je ne vais pas rigoler. Parce que le poids des mots, pour eux, va avoir sur moi un impact énorme que n'a pas ma boulangère parce qu'elle est à distance. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ma fille, mon fils, ma femme, il y a quelque chose, mon ami, il y a quelque chose que je n'arrive pas à le dire parce que c'est trop dur émotionnellement pour moi, parce que je n'ai pas les mots pour le dire, parce que ma gorge se serre, parce que j'ai peur de te blesser, ou j'ai peur que tu me blesses si tu ne comprends pas. Alors écoute, va voir ce film et on parlera du comédien. Le comédien est mon porte-parole, la distance émotionnelle qu'il propose, la clarté, peut-être même aussi les excès, parce que c'est une épure, un comédien. Hein. Nous, quand on parle, on est très ambivalent, alors que les comédiens mettent en scène, éclairent un segment de monde, comme les romanciers. Les romanciers éclairent un segment de monde. C'est pour ça que les fictions disent la vérité. Simplement, c'est des morceaux de vérité agencés différemment qu'on appelle fiction. Il n'y a rien de plus vrai que la fiction. Oui, sur la pluralité, c'est Pirandello qui dit on n'est pas un, on est 1000. Mais on ne nous autorise pas finalement dans notre vie à être 1000. Il y a que sur scène où que c'est au contraire, c'est bienvenu parce que on va vous demander de jouer ce 99e là ou ce 78e là et on va le chercher en soi. Et c'est ça que les gens aussi viennent voir et s'autoriser à travers vous, à être pluriel, à pas être simplement le visage social, parce qu'on joue tous un rôle. C'est le rôle social. Quand je vais acheter le beefsteak, mon boucher joue le rôle du boucher. Quand je vais boire ma bière au café du coin, le serveur joue le rôle du serveur. On est tous notre fonction finalement. Alors, ça nous permet de fonctionner ensemble en société.
Et dans notre famille, on tombe un petit peu et on est tout dans la famille. C'est Pirandello qui disait ça. Mais alors, être soi, alors là, on va rejoindre Lacan. Être soi, c'est n'être que soi. C'est-à-dire que il dit le moi est l'aliénation première. Hein. C'est-à-dire que c'est dit en langage lacanien, c'est n'être que soi. C'est-à-dire pour être soi, il faut que je renonce à tout ce que j'aurais pu être, à tout ce que j'aurais pu dire, mais tu comprends pas. Si je dis tout en même temps, tu vas rien comprendre. Donc pour que tu comprennes qui je suis et qu'on puisse avoir une relation, il faut que je me réduise. Mon identité me réduit. Et alors à ce moment-là, tu vas me comprendre et on va pouvoir avoir une relation, mais c'est un prix humain élevé. Parce que je renonce à tout ce que j'aurais pu devenir, que je ne deviendrai jamais. Alors, c'est Lacan qui a dit ça. Et Lacan, contrairement, il y a toujours des lacaniens dans une salle. Hein, c'est-à-dire que donc, donc j'ai un chien lacanien. Quand je lui lis Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue, il adore Lacan. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que ce qu'il aime, c'est que je lui parle. Donc si je dis ça, c'est parce que comme un bébé, il faut parler au. Pourquoi est-ce que Françoise Dolto disait il faut parler au bébé? Parce qu'elle avait compris, c'était pas une scientifique, mais elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le PIF, et elle avait un sens clinique très fiable, et elle avait compris qu'il faut parler au bébé. Et on avait à Toulon, dans un de mes groupes de recherche, on avait mon ami, un technicien d'acoustique, avait montré que, en fait, dès l'instant où la mère parle à son bébé, il y a une interaction émotionnelle qui se fait. Même si c'était. Et Eliane Noireau à Bruxelles a montré que des bébés de 1 heure, tout de suite à la naissance, reconnaissent la voix les basses fréquences de la voix de la mère. Et on avait montré que parler à un bébé, c'était un excellent tranquillisant. Le prendre contre soi, c'est un vrai tranquillisant. Et lui parler, c'est un tranquillisant. Et on avait montré avec des diagrammes l'analyse des cris du bébé, la réponse à la voix de la mère, mais en images sonores. C'est-à-dire, et Françoise Dolto était enchantée parce que ça correspondait à sa thèse. Je Donc, me souviens tellement de quand j'étais gamine que le documentaire Le bébé est une personne était passé à la télévision et tout le monde faisait waouh, le bébé est une personne. C'était une révélation. Aujourd'hui, ça nous fait rire quand même. Hein. Et je me souviens d'une scène. J'étais vraiment petite, mais je me souviens de cette scène parce qu'elle était tellement impressionnante d'un bébé qui n'arrêtait pas de hurler. Et personne ne savait comment faire. On avait appelé la grande Françoise Dolto qui était venue lui parler et qui s'était simplement penchée sur ce bébé et lui avait dit alors oui, oui, ta mère t'a abandonné. Elle t'a abandonné. Mais dans abandonner, il y a donner. Donc elle te donne à une autre femme qui saura mieux s'occuper de toi. Et là, le bébé tout à coup s'arrête de pleurer, la regarde. Et j'étais avec ma famille, on s'est tous mis à pleurer. Rien que d'y repenser, cette image était bouleversante. Voilà, et c'était une démonstration, mais CQFD, qu'il y avait une compréhension immédiate et réparatrice. alors j'ai eu presque la même expérience que vous avec Françoise Dolto. Elle m'invite, après ses publications sur les basses fréquences de la voix maternelle, elle m'invite rue Cujas, où son mari avait une école de kinésithérapie, un petit amphithéâtre. Et il y avait 20-30 personnes dans la salle, et une jeune maman avec un couffin, et le bébé dans le couffin, et le bébé se met à pleurnicher. Et Françoise Dolto dit, mais on va voir si M. Cyrulnik a raison, c'était sa thèse. Hein. Madame, dites quelque chose à votre bébé. Et la jeune maman est intimidée, elle s'approche du bébé et elle lui dit, papa a été augmenté. Et bien le bébé a souri. Et donc, parce que parler à un bébé, c'est le caresser. Donc, l'acte de parole, c'est une caresse. Et quand les femmes enceintes, donc le travail qu'on avait fait avec Jacques Collin, quand il était acousticien au laboratoire de la Marine à Toulon, on avait montré que les basses fréquences des voix de mer passent très bien le liquide amniotique et que ça vient vibrer. Et
contre l'os frontal du bébé et il entend un son dans l'oreille interne. Et donc Françoise Dolto était enchantée puisqu'on avait la démonstration scientifique de sa thèse. Et donc ça veut dire que on a des différentes voies de canaux de savoir, le savoir scientifique qui a sa forme de poésie aussi, hein, parce que la plupart du temps les hypothèses scientifiques sont des hypothèses poétiques. Hein. Et si c'était comme ça? Et si ça marchait comme ça? Donc on est en pleine poésie. Ensuite, il faut une méthode, comme les comédiens, j'imagine, ont une méthode pour s'entraîner, pour s'exprimer. Ça tombe rarement du ciel, je pense, non? Il faut... Il y a plusieurs méthodes. On en parlait tout à l'heure par rapport aux émotions et par rapport aux représentations, puisqu'on reste un peu dans le sujet. Il y a la méthode américaine où il faut de l'acteur studio, où il faut revivre, en fait, essayer de reconnecter ce qu'on a vécu et ses émotions passées à ce qu'on va jouer. Essayer de trouver une ressemblance à ça. Je donne un exemple. Je vais jouer une femme qui est en deuil. Est-ce que je vais essayer de retrouver un deuil qui serait proche de celui-là, que j'ai déjà vécu? Dans quel état j'étais à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu la phrase pour la première fois? Ça m'a fait quoi? Voilà. Alors, ça a ses limites, parce que on gratte la plaie quand on fait ça. Et par moments, ça devient trop douloureux et on n'a pas la distance nécessaire. Là, on peut parler Diderot, qui lui, au contraire, pensait que le comédien devait avoir beaucoup de distance pour bien jouer un personnage et pas du tout être noyé dans ses propres émotions. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une rencontre, en fait. C'est-à-dire que pour qu'une rencontre soit belle, si vous faites que parler, c'est-à-dire si vous faites que mettre de vous-même, il n'y aura pas de rencontre. Si vous ne faites qu'aller vers le personnage et pas mettre de vous-même, il n'y aura pas de sincérité, il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de vérité. Donc c'est une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre le personnage vers qui vous devez aller, qui va vous apprendre aussi des choses sur l'être humain, et ce que vous avez vécu, que vous transmettez aux gens comme votre expérience, voilà, que vous pouvez partager avec eux. Alors le paradoxe sur le comédien de Diderot pose un problème qu'on travaille actuellement en sciences, c'est-à-dire la construction de l'empathie. Comment apprend-on au cours de notre développement à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre? Alors, pour nous cliniciens, l'empathie est tout à fait nécessaire, hein, et sinon on ne comprend pas. Les gens vivent chacun dans un monde mental qui est son monde mental, et si on reste dans notre monde mental, on va être juge, on ne va pas être thérapeutique, on n'aura pas d'effet thérapeutique. Donc on s'entraîne à se décentrer de soi pour comprendre son monde. Oh ben, elle dit ça, qu'est-ce que ça signifie dans son monde? Elle réagit comme ça, qu'est-ce que ça signifie dans son monde? Donc ça, c'est le développement de l'empathie, qui est une formation que les comédiens et les psychothérapeutes ont. C'est pas la... Je ne sais plus si c'est James Joyce ou Henry James, je confonds toujours, qui disait que pour écrire un bon livre, il fallait 3 qualités, l'empathie, l'empathie et l'empathie. Alors, je crois que c'est William James, non? Voilà. Il y avait un James quelque part. Alors, alors c'est un problème passionnant parce que là, ça pose un problème peut-être actuel. C'est que on avait parlé avec Zvetan Todorov, que, je ne sais pas si des gens ont eu l'occasion de le lire ou de le rencontrer. Il est vraiment parti trop tôt tellement il était intéressant. Et avec Zvetan Todorov, on disait sans empathie, on est pervers, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Donc s'il n'y a pas d'altérité, donc c'est la définition du pervers. Mais s'il y a trop d'empathie, on est dépersonnalisé. C'est ce que Freud appelait le masochisme moral. C'est-à-dire qu'on est, et on paye, il y a beaucoup de burn-out parmi les psychothérapeutes, parce qu'à force de s'abandonner, de s'ignorer, et à force de se mettre dans la tête des autres, on finit parfois par ne plus se respecter. Et donc il y a beaucoup de burn-out chez les psychothérapeutes. Donc l'empathie, c'est un processus, une ontogenèse, un développement graduel qui ne peut se faire que chez nos enfants, chez un bébé, qui ne peut se faire que si autour de soi, il y a une niche affective. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont beaucoup d'empathie et d'autres beaucoup moins? Justement, c'est lié à ça? Pleurez pas, j'y arrive. C'est-à-dire que un enfant isolé, dont les petits Cambodgiens dont vous parliez, les petits Roumains et d'autres, hein, un enfant isolé, il n'y a pas d'altérité.
Donc il ne peut pas apprendre l'empathie, donc il est auto-centré. Il pense qu'il s'oriente sur lui, il se balance. En cas d'émotion trop forte, il s'agresse. Il se tape la tête par terre. Ce qu'on voit, ce qu'il y a des praticiens dans la salle, ce qu'on voit chez tous les enfants abandonnés, qui se tapent la tête par terre ou contre les murs avec une force qui nous fait peur. Moi, il m'est arrivé souvent de ne pas pouvoir, de me sentir contraint à agir physiquement pour empêcher le bébé de faire ça. Et en fait, maintenant, on sait pourquoi ils font ça. Pour se sentir exister. C'est ça. C'est un tranquillisant. Et les filles qui se coupent on dit se coupent les veines, qui se scarifient, ça leur sert de tranquillisant. C'est parce qu'elles sont anxieuses et que c'est des filles en majorité. Les garçons passent à l'acte sur l'extérieur et les filles passent à l'acte contre elles-mêmes. C'est une façon de matérialiser la douleur qui est trop forte et qui prend du coup une matérialisation qui devient concrète. Voilà. On peut la voir, la toucher. C'est ça, voilà. Ça réalise. C'est beaucoup. Alors, ce que nous disent ces filles, puisque c'est une majorité de filles, de jeunes femmes, elles nous disent la douleur physique est bien plus supportable que la douleur morale. Et que, au moins, je retourne au réel. Et quand j'étais praticien, pendant un moment, je m'occupais d'un centre pour schizophrènes, où là, l'empathie n'est pas toujours bien développée, souvent pas bien développée, et beaucoup s'auto-agressaient. Et dès qu'elles s'auto-agressaient, le délire disparaissait. Parce que, ce que vous venez de dire, parce qu'elles avaient, en se coupant, en se faisant mal, elles avaient réintroduit le réel. Et la souffrance du réel était bien plus facile à supporter que la souffrance d'une hallucination, d'un délire ou d'une angoisse. Donc on commence maintenant à comprendre ces phénomènes. Alors un enfant seul, il ne s'entraîne pas à l'altérité. Et on avait fait une observation sur 50 enfants. Alors on s'était inspiré de mon maître John Bowlby, et il y avait une dame, il y avait la mère et une dame. On demande à la dame de remonter le nounours mécanique devant des enfants âgés de 12-15 mois, des toddlers, qui commençaient à peine à marcher. Et puis, donc la dame remonte le nounours, la mère est assise, le nounours se met à battre du tambour, et l'enfant est ravi. Elle recommence 2-3 fois, et la troisième fois, par consigne expérimentale, elle fait semblant de remonter le nounours et elle ne le remonte pas. Et elle fait semblant de pleurer. Ces enfants préverbaux, 12, 15, 20 mois maximum, 48 enfants de ces enfants préverbaux viennent lui faire un bisou, viennent se coller contre elle, lui font une offrande alimentaire, cherchent à la consoler. Ils ne parlent pas. Ils ont déjà une émotion parce qu'ils se représentent, elle pleure, donc ça me touche. Mais moi, bébé de 12 mois, je sais ce qu'il faut faire. Je vais lui faire un bisou, elle va aller beaucoup mieux. Et 2 enfants tapent sur la dame qui fait semblant de pleurer. Et quand on va s'intéresser à leur famille, c'est des enfants soit maltraités, soit en isolement affectif. Ils n'ont pas appris à se décentrer d'eux-mêmes pour se recentrer sur le monde mental d'un autre. Donc, alors là, c'est Diderot, le paradoxe sur le comédien de Diderot. On ne peut jouer que ce qu'on a déjà ressenti. Mais Diderot prend un autre exemple, c'est trompette, je crois, la trompette, je ne me rappelle pas très bien, cette trompette, et où elle joue, elle manipule le monde mental des autres sans éprouver du tout d'émotion. Mais elle sait les gestes qu'il faut faire pour manipuler le monde mental des autres. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de comédiens comme ça, il doit y en avoir, mais dans la vie, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont des virtuoses de la relation. C'est les bons vendeurs. Les bons vendeurs savent les mots qu'il faut dire pour déclencher l'achat d'une voiture dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que c'est aussi les pervers, les chasseurs au sens sexuel du terme, les pervers. Alors le mot pervers, il faut faire attention, hein, il est beaucoup trop employé maintenant, et à l'époque de Freud, il avait une définition beaucoup plus claire.
Mais maintenant, alors, quand j'étais étudiant, on disait que le pervers, c'est celui, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Mon vieux, qu'est-ce qu'il y a comme pervers dans cette salle? Alors, donc maintenant, depuis Lacan, c'est beaucoup plus clair. Le pervers, c'est celui qui vit dans un monde sans autre. Pourquoi voulez-vous qu'il s'intéresse? Alors lui, il le manipule. C'est un chasseur. Lui, il sait exactement le prédateur. D'ailleurs, beaucoup de pédophiles sont des prédateurs. Et donc, ça veut dire que beaucoup de sadiques sont des prédateurs. Beaucoup de femmes se laissent, des hommes aussi, parce qu'il y a des femmes sadiques, hein, beaucoup se laissent, se laissent subjuguer sous le joug de l'autre. Et un jour, mais comment j'ai fait pour accepter tout ça? Mais comment j'ai fait? Ben voilà, ils ont été sous le joug d'un autre. Et ils sont très habiles, parce qu'ils considèrent l'autre comme des mécaniques, comme des prédateurs, comme l'aigle qui sait exactement ce qu'il faut faire pour attraper sa proie. Donc là, donc on voit que l'empathie, c'est une affectivité qui ne peut s'apprendre qu'en vivant avec les autres. Et les comédiens, les artistes, les romanciers, les essayistes aussi, mais surtout les comédiens, parce qu'ils font toucher de l'émotion. L'émotion, on la sent, on la palpe, l'émotion, on la ressent. Donc, ils ont un rôle dans le développement de l'empathie, et notamment, on voit qu'après les guerres, il y a beaucoup de films qui, qui font un travail de paix, qui présentent le monde mental, c'est ce qui s'est passé pour la France et l'Allemagne, qui présentent le monde mental de l'autre. Entre les deux guerres, ça ne s'est pas fait du tout. Entre les deux guerres, il y avait les instituteurs français devaient apprendre la haine des Boches. Et ben, une génération après, les enfants avaient bien appris leur leçon, et les Allemands faisaient la même chose, hein. Et ben, une génération après, et ben, ça va. Dès l'instant où ils étaient en âge de prendre les armes, et ben, ils avaient la haine des Boches, la haine des Français, et on sait ce que ça a joué un rôle. Ça, c'est pas totalement explicatif, mais ça a joué un rôle. Et on voit que actuellement, j'ai dirigé des thèses. J'ai donné des cours en territoire palestinien. J'ai dirigé des thèses de Palestiniens, de Palestiniennes en psychologie. Et dès qu'on faisait des rencontres entre des jeunes Israéliens et des jeunes Palestiniens, ils étaient plus tenus par la haine et ils déprimaient. Parce que la haine leur donnait une force. Et c'est pour ça qu'ils veulent ne pas parler à l'autre. Ils veulent surtout pas de parole. Parce que si on parle à l'autre, on risque de découvrir que c'est un être humain comme moi. On risque donc d'avoir envie de visiter son monde mental. Et alors là, comment on va faire pour faire la guerre? Donc, je pense que mais après, quand la guerre est finie, on voit que les artistes, d'abord, c'est les romanciers, les historiens qui sont des formes de romanciers. Hein, ils nous racontent des histoires, les historiens. Mais ils jouent un rôle dans la présentation du monde mental des autres, et on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avant. Je pensais, quand vous parliez d'empathie, au film de William Blake, au film de Ken Loach, Moi, William Blake. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est un film qui typiquement parle du manque d'empathie que les vendeurs, que la société est en train d'essayer de mettre en place pour nous empêcher effectivement d'être altruiste et de faire en sorte que oui, on ne vende pas une voiture s'il n'en a pas besoin. Enfin, qu'on pense à l'autre avant de penser à la société, à la machine, à la vente, au profit. Est-ce que vous avez ce sentiment que qu'on nous empêche de vivre notre empathie librement? Alors, je crois que ce n'est pas intentionnel, mais je crois que c'est l'adaptation à un monde de surnombre et à un monde technologique. C'est-à-dire qu'à un monde de surnombre, on ne peut pas, ce qu'on disait avec Tsvetan Todorov, on s'intéresse au monde des autres, nos proches, nos voisins, même ceux qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même religion. C'est intéressant, c'est amusant, c'est des cultures différentes. On s'intéresse. Mais au-dessus d'un certain nombre, on ne peut plus s'intéresser.
Est-ce que vous savez que depuis qu'on a commencé notre rencontre ce soir, 70 783 Chinois sont morts? Vous vous en foutez éperdument, vous êtes pervers. C'est-à-dire que, donc, il y a toujours un moment où on peut plus se mettre à la place de l'autre. Et dans une civilisation de surnombre ou dans une civilisation de technologie, l'empathie s'arrête. Et c'est grave, parce que dans les régimes totalitaires, les crimes de guerre se font sans aucune culpabilité. Les bourreaux, même les violeurs, non, les violeurs, c'est la femme violée qui a honte. Et le violeur n'a pas honte. C'est elle qui a honte. Donc, parce qu'il arrête son empathie. C'est elle qui culpabilise. C'est elle qui culpabilise. C'est elle qui culpabilise. Et lui, il dit, mais quoi, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ben oui, je l'ai un petit peu forcé, mais c'est pas grave. Ben, non, elle le prend pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un moment où l'empathie s'arrête. Pour le violeur, pour le pervers, ça s'arrête très tôt. Pour Sade, ça s'arrête très tôt. Pour le violeur, ça s'arrête très tôt. Quand on est pris dans un système totalitaire, ça s'arrête aussi. Et dans ce cas-là, la mort de l'autre, la ruine du pays voisin, l'effondrement de l'ennemi, c'est la fête, c'est la joie, c'est pas du tout l'empathie. Et là, il y a des gens, il y a des politiciens qui ont ce talent de galvaniser les groupes pour arrêter l'empathie. Et là, il faut ignorer l'autre ou le représenter sous forme de diable, sous forme de mal. Et dans ce cas-là, on le tue au nom de la morale, on le tue par devoir. Et c'est pour ça que tous les crimes, c'est ce qu'on disait avec Svetan, tous les crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité. Le nazisme, c'était pour apporter 1000 ans de bonheur. L'Inquisition, c'était pour apporter la seule bonne vraie religion. C'est-à-dire que cette empathie est nécessaire et c'est les artistes qui nous permettent de la travailler. Voilà, lui, le sceptre du commandeur arrive. Je ne sais pas, enfin, ça marche. Dans votre livre De chair et d'âme, dans la partie l'effet biologique de la parole, justement, vous expliquez que les cellules hippocampiques, sous l'effet du stress, en fait, laissent rentrer les ions calcium et donc les cellules explosent. Et donc il y a une réduction donc, de l'hippocampe. Et un petit peu plus loin, vous expliquez que l'effet peut être réversible à partir du moment où la personne donc, reprend, peut avoir un discours et qu'elle puisse établir un échange avec une autre personne. Et la question que j'ai, c'est comment l'effet est-il réversible si les cellules ont explosé et donc elles sont mortes? Et ça, c'est ma première question. Et du coup, la deuxième question qui passe par rapport à ça, c'est comment un enfant, enfin, depuis sa naissance, même depuis la vie intra-utérine, perçoit un milieu agressif autour de lui, avec donc de l'agression physique et verbale, et qu'il est abandonné. Comment est-ce que son hippocampe se développe normalement? Alors, on ne peut plus écrire n'importe quoi maintenant. Il y a toujours des gens qui lisent attentivement. Hein. Alors, non, mais j'imagine qu'il y a une raison, mais qu'en fait, comme je ne la connais pas, je n'arrive pas à faire le lien et je n'arrive pas à trouver comment l'effet est réversible. En fait. Et je ne l'ai pas écrit dans les pages suivantes? Ben non, j'ai cherché, je l'ai relu 5 fois, donc je l'ai relu 5 fois. Alors, j'ai eu tort. J'ai eu tort, mais maintenant, grâce à vous, on va pouvoir essayer de réparer cette défaillance. Alors, quand un enfant est isolé, actuellement, en France, tous les ans, il y a presque 300 000 enfants qui sont isolés, abandonnés affectivement. Aujourd'hui, en France, on est effrayé par les 200 000 Roumains qui ont été isolés par Ceausescu. Il y en a en France aujourd'hui 300 000 tous les ans. Donc votre question, elle est importante. Lorsque on fait des scanners, et ces enfants ont des altérations physiques, organiques, tellement importantes que souvent des gens croient que c'est neurologique. Et quand on a fait les premiers scanners en Roumanie, on a vu des atrophies des deux lobes préfrontaux. On n'a pas vu les atrophies
rhinencéphalique parce que là, il faut une résonance magnétique. Mais les atrophies frontales, on les voit au scanner de ville. Les atrophies ventriculaires, on les voit. Un scanner de ville suffit pour le montrer. Et j'avais dit, mais ces enfants ont un cerveau atrophié. Et on m'avait dit, c'est pour ça que les parents les ont abandonnés. Ils ont un cerveau atrophié parce qu'ils ont été abandonnés et que les deux lobes préfrontaux n'ont plus été stimulés par les interactions du quotidien, jouer, toiletter, parler, nourrir, parler, gronder, qui font partie de l'énoncé de l'interdit, l'énoncé préverbal de l'interdit. Les bébés comprennent. C'est un énoncé préverbal, très tôt, bien avant la parole. Et là, quand on a fait des résonances magnétiques, on s'est rendu compte qu'il y avait une atrophie des deux systèmes limbiques qui, avec la résonance, sont faciles à mesurer. On mesure le creux et on mesure la reconstruction. Quand l'atrophie n'a pas été trop longue, les interactions quotidiennes suffisent à restimuler les deux lobes préfrontaux et ça entraîne une restimulation des deux circuits limbiques qui sont les socles neurologiques de la mémoire et des émotions. Mais, et là je vais enfin répondre à votre question, quand l'isolement a été trop long, le stress a fait gonfler les neurones sous l'effet, parce que tout leur fait peur, ils ont peur de tout. Donc, tous les stress, alors qu'un enfant sécurisé, il faut mettre le paquet pour le stresser. Généralement, ça l'intéresse, il sursaute, il rit et il va explorer. Un enfant insécurisé a peur, il a peur de tout. Et à ce moment-là, il sécrète trop de cortisol, ça fait gonfler les cellules limbiques qui explosent et qui sont mortes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de résilience possible puisque les cellules sont mortes. Mais si on entoure ces enfants, on voit que difficilement, lentement, une résilience plus lente, on voit que les cellules autour de la zone limbique explosée, d'autres cellules se différencient et font le travail du système limbique. Ils le font moins bien, mais ça se fait quand même. Et c'est facile maintenant, depuis la découverte des cellules souches, c'est facile à comprendre, c'est qu'une cellule est totipotente, elle peut devenir tout au départ, et sous les pressions du développement et les pressions du milieu, elle se spécialise. Là, on voit que les cellules nerveuses qui devaient faire le circuit limbique, elles sont mortes, il n'y a pas de résilience, mais d'autres cellules se différencient et font une résilience qui n'est pas de très bonne qualité, mais les enfants se remettent à parler, à avoir un peu d'émotion et un peu de sentiment, mais ce n'est pas d'aussi bonne qualité que si c'était le circuit limbique. Voilà. J'ai répondu ? Bonsoir, je me présente, je suis Ulysse, je suis comédien. Je ne sais pas s'il y a d'autres comédiens dans la salle, mais donc ma parole va s'adresser premièrement à Isabelle, puis ensuite à vous, peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est une question peut-être qui est pas forcément... Enfin voilà, moi, je profite pour vous parler. Du coup, excusez-moi si ça dérange. Est-ce que dans le moment où on travaille, le moment où on ne travaille pas, parce que moi, je suis un jeune comédien et je n'ai pas encore... voilà. Est-ce que dans les moments où on ne travaille pas, justement, les moments où on est en doute, où on peut faire face à ces traumatismes liés à l'enfance ou à l'orphelinat, moi, je n'ai pas été orphelin, est-ce que justement ils sont vecteurs de création, puisque je ne savais pas, mais maintenant je sais que vous écrivez aussi. Est-ce que vous vous appuyez sur ces choses qui sont difficiles pour pouvoir créer des choses? Alors, les moments où on ne travaille pas, moi c'est pour ça que j'écris justement, c'est parce que rester sans soupape, l'effet cocotte-minute arrive très vite en fait. Donc, il faut trouver un moyen d'expression. Alors, il y a la danse africaine, moi, qui marche très bien chez moi. Aller à un cours de danse africaine, danser, ou aller voir les autres aussi, voilà. Lire, voilà, mais aussi besoin, moi-même, de continuer à créer. Et du coup, c'est l'écriture qui sert de... Voilà, plus que d'entre-deux maintenant, mais à un moment donné, ça a été ça un peu la fonction de l'écriture pour moi. Quand je ne travaillais pas, j'avais ça pour m'exprimer, parce que rester sans moyen d'expression,
Pour moi, être comédien, c'est pas briller en haut de l'affiche, c'est pas être regardé, c'est très agréable, mais c'est autre chose. C'est vraiment un moyen d'expression. Et ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire trouver un moyen de faire quelque chose de ces émotions qui sinon débordent en fait. Et qu'en faire se mettre à pleurer sans arrêt, bon, ça marche pas très bien, donc ça purge. C'est pas un très joli mot, mais voilà, et trouver un moyen de se purger. Et sinon, l'autre partie de la question, je sais plus trop ce que c'était. C'était ah oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ça pour jouer? Cette fissure qui peut être liée à l'enfance, est-ce qu'il faut s'appuyer dessus pour créer? Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est une force créatrice? Parce que moi, je suis dans l'étape d'écriture aussi, et je m'appuie beaucoup sur mon analyse que je fais et sur ce que je vis au quotidien avec ça. Et pour moi, c'est une force, et je voulais savoir si le fait d'avancer avec soi-même, c'est d'avancer avec ses traumatismes et ses fissures. Complètement, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quand on a des rôles un peu complexes ou ceci ou cela, on a des repères. Après, j'utilise pas que ça. Mais je pense que c'est une chance quand il y a des journalistes qui me disent mais quand même, vous prenez des risques parce que vous jouez la folie, vous jouez sur des émotions très fortes. Non, non, je pense que le risque, c'est de mettre tout sous le tapis et de ne rien en faire. C'est ça le risque en fait. Ouais. C'est ça le danger pour un être humain, c'est oui, de pas savoir quoi faire de tout ça. Et finalement, c'est peut-être une chance effectivement d'avoir vécu des choses compliquées. Parce que on peut trouver, enfin c'est ce qu'on fait des choses en fin de compte, et c'est une richesse. C'est une grande richesse d'avoir vécu des moments compliqués, des chocs, des moments douloureux. C'est une richesse et on peut, du coup, c'est ce qui permet aussi, je pense, il n'y a pas que la sécurité affective qui peut permettre l'empathie. L'empathie, bon Dieu, c'est d'être passé par plein de choses et que quand quelqu'un, du coup, vous parle de ses douleurs, ben, vous savez de quoi il parle. Bonjour. Je suis médecin. J'ai été, il y a 13 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral qui m'a rendu hémiplégique droit et aphasique. L'aphasie, vous savez, je ne vous ferai pas l'injure de vous la préciser. L'aphasie, c'est lorsque le mot ne peut pas arriver. Moi, j'ai bien récupéré d'autres personnes. Vous voulez, si vous voulez, vous pouvez aller à la Fédération nationale des aphasiques de France. Donc voilà. Mais je voudrais on a du temps, hein. Moi, tout va bien. D'accord. Ouais, grave. Il y a j'ai fait des recherches. Et la première fois que l'aphasie est arrivée dans la lecture commune, c'est dans le Comte de Monte Cristo.
Avant, il y avait nulle part. Il y avait, si est-ce le c'est intime, en fait. C'est intime. L'aphasie est intime. Beaucoup. Enfin, j'ai eu je me souviens d'avoir parlé avec un aphasique qui, lui, il avait squeezé intégralement cette fonction-là et rien d'autre part. Il était seul, dans un cocon. Et dans un cocon. C'est tout, c'est bon. Merci. Alors, vous avez terminé en employant la métaphore du cocon qu'emploient pratiquement tous les aphasiques quand ils retrouvent la parole. Alors, beaucoup disent cocon, certains disent tombeau, d'autres, mais c'est une métaphore d'enfermement parce qu'effectivement, la parole allège. Et j'ai un de mes amis qui s'est arrivé, parce que c'est un accident qui n'est pas rare, hein, et quand la parole revient, les gens se sentent plus légers. Mais ça ne veut pas dire que sans parole, on découvre un autre mode de compréhension. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que moi, je l'ai joué, l'aphasie, dans ce souvenir des belles choses. Je devais jouer ça. Et j'avais rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Poncet de la Timone à Marseille qui s'occupe de ça, qui est un grand être humain magnifique et qui m'avait dit il n'y a jamais de problème de communication en réalité. On peut discuter avec des gens qui sont au dernier degré d'Alzheimer. On peut toujours communiquer, il y a toujours une façon de communiquer. Simplement, elle ne passe pas par des mots. Elle passe par plein d'autres choses. Et je l'ai expérimenté à travers le jeu et je l'ai expérimenté plus tard dans ma propre vie avec des personnes de ma famille voilà, qui ont eu la maladie. Et c'est vrai, quoi. En fait, les mots, ça n'est qu'une partie de la communication. Une partie, finalement, c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, je connais bien Poncet, avec qui j'ai travaillé, je suis de votre avis, c'est un gars admirable, mais on a beaucoup travaillé sur cette communication préverbale ou la communication paraverbale. Et que quand les gens ont un accident aphasique, ils deviennent hypersensibles à la communication des gestes, des mimiques. Et qu'ils hypertrophient ce mode de communication, comme Isabelle vient de dire, et c'est un mode de compréhension. Ils arrivent à comprendre des choses qu'on croit qu'on ne peut les faire comprendre que par les mots, et on se rend compte qu'en fait, à l'occasion des mots, on comprend aussi par les gestes, on comprend aussi par les mimiques, mais simplement, on privilégie tellement les mots que parfois, les mots nous aveuglent. Et qu'on croit qu'il y a... Alors, bien sûr, les mots sont importants, bien sûr, mais il n'y a pas, comme l'a dit Isabelle, il n'y a pas que les mots. Il y a nos bébés comprennent avant la parole, ils comprennent beaucoup de choses avant la parole. Les aphasiques comprennent beaucoup de choses après la parole et autour de la parole. Et comme l'a dit Isabelle, porte-parole de Poncet, c'est-à-dire que la communication reste importante, les canaux de communication ont changé, mais par exemple, beaucoup d'aphasiques se mettent à la peinture et qu'ils changent de style avec la peinture. Ils ne reconnaissent pas leur style parce qu'ils attachent beaucoup plus d'importance à des couleurs vives. Et quand ils parlaient, ils attachaient plus d'importance aux couleurs douces, aux pastels. Ce n'est pas votre cas. Vous peignez? Est-ce que vous peignez? Et vous avez gardé les couleurs d'avant la peinture? Ah ben voilà.
J'ai squeezé là. Je- J'ai squeezé la dimension colorée et je peins maintenant sur le papier. Je peins directement les, 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 les impressions que j'ai sur le papier. Il faut savoir que j'étais artiste avant mon accident vasculaire et donc j'ai fait le premier dessin que j'ai fait. J'étais en réa, c'était 48 heures après cet accident. Je, 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 euh, je, 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 euh, j'ai représenté deux scènes sur sur un papier et il y a une scène, c'est une femme qui va avec un homme et il y a une perspective qui est bien et l'autre ça c'est une première scène et l'autre scène c'est un vulgum pecus. Voilà, donc voilà. Voilà, ben, quand vous serez au Louvre, quand vous mettrez... Oui. Bonsoir. Merci. Je voudrais revenir. Je suis là, devant vous. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les premières explications que vous nous donniez. Si j'ai bien compris, vous disiez qu'en fait, il s'agissait de combler un manque pour arriver à une création. Et quelque part, cette vision-là, moi, je la ressens comme un peu négative, enfin une explication qui n'est pas très positive. Et je m'interrogeais sur le fait que, en fait, on ne va pas parler des artistes, mais des artisans. Quand un artisan crée, il recherche, enfin il crée pas forcément, il reproduit peut-être. Mais en même temps, je pense que sa volonté, c'est la recherche du beau. Et du coup, je me disais, là, on est dans une explication un peu plus positive, mais est-ce que vous faites un lien quand même entre cette démarche et la démarche que vous expliquiez au départ? Non, non, vous avez raison. Non, non, l'artisan n'a que le plaisir du geste. Il passe de la pensée à la main. Il a le plaisir de la création, mais lui, il n'a pas besoin d'être en manque. C'est-à-dire que mais l'artisan peut reproduit, alors que le créateur, l'enfant qui est seul, a un choix entre le désespoir de la solitude ou le plaisir du dessin. Donc, vous avez raison, c'est pas du tout la même démarche. L'artisan, il est dans le plaisir de l'artisanat. Il est dans le geste qui se perfectionne régulièrement. Donc ensuite, les artistes finissent aussi par découvrir ce plaisir. Les écrivains finissent par avoir tous des petits trucs d'écrivain, de se disposer les crayons, le papier. Je pense que les peintres aussi, les peintres ont plein de trucs d'artisans. Ça évolue vers le plaisir, mais la création, l'impulsion à la création, c'est le manque. Imaginons qu'on soit dans un monde parfait. Imaginons, il n'y aurait pas besoin d'œuvres d'art. On serait gavé. On serait gavé. Est-ce qu'on a besoin de créer quand on est gavé? Quand on est gavé, on fait la sieste. C'est pas désagréable, hein, mais on ne crée pas. Donc votre remarque me convient. C'est ces deux démarches associées mais différentes. On peut être artisan sans manque. Je ne sais pas si on peut être créateur sans manque. Il y a une bande dessinée qui illustre très bien ça, c'est La Légèreté, je ne sais pas si vous l'avez lu.
de Catherine Meurice, voilà, merci, qui en fait, après ce qui s'est passé à Charlie, elle était journaliste à Charlie et elle est arrivée après ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et elle a fait une grosse dépression et c'est en retrouvant le beau, la beauté, en allant à Rome, à la, voilà, à la Villa Médicis, qu'elle a reconnecté avec la beauté des œuvres d'art, qu'elle a eu elle-même envie de réécrire à nouveau, de redessiner à nouveau, car elle n'arrivait plus à dessiner. Et je vous encourage à lire cette bande dessinée, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est plus que ça, qui parle de en fait, le beau comme moyen de réparation, la création comme moyen de réparation et de se reconnecter avec le désir de vivre. C'est Germaine Tillion. Germaine Tillion est à Ravensbrück, alors que c'est une femme qui a une vitalité, une gaieté extraordinaire, et à Ravensbrück, c'est trop dur. Et à un moment, elle dit, ben non, vivre comme ça, je préfère la mort. Et elle sort pour mourir, et elle voit le bleu du ciel. Et le bleu du ciel en Europe centrale, par les nuits de gel, est étonnamment bleu. Et elle dit, mais la beauté du bleu du ciel par une journée de gel, je ne peux pas mourir. Et elle rentre, elle recommence à souffrir, mais elle se met à écrire faire Vugbar aux enfers, c'est-à-dire un opéra inspiré par Offenbach, ridiculisant les SS. Et elle met la gaieté dans tout le stalag en faisant jouer, chanter un opéra qui ridiculise les SS. C'est la beauté qui lui a redonné le « c'est pas possible de mourir quand un bleu est si beau ». Bonsoir. Je voulais un petit peu faire le lien, puisque... Oui, je suis là. Faire le lien, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup ces derniers mois et ces dernières années des tests de QI et de l'intelligence émotionnelle, de ce terme qui est un petit peu apparu ces derniers temps. Et je voulais savoir si vous faisiez le lien entre ce qu'on peut appeler l'intelligence émotionnelle et un type d'attachement sécurisant ou pas, puisque pour moi et dans les expériences que j'ai eues, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'expérience avec les enfants qui ont reconnu la dame qui pleurait et qui ont eu de l'empathie pour elle, et les enfants qui ont eu un attachement insécurisant et qui n'ont pas eu cette démarche-là, à mon sens, à titre d'expérience personnelle, ayant un type d'attachement de nature plutôt insécurisant à l'origine, j'ai quand même une certaine forme très marquée d'empathie, je dirais. Et du coup, je voulais savoir si vous faites le lien entre l'intelligence émotionnelle et l'empathie qu'il peut y avoir, puisqu'on met ça dans l'intelligence émotionnelle, et un attachement sécurisant. Merci pour cette question, parce que je pense que il y a plusieurs formes il y a beaucoup de formes différentes d'intelligence. Et notamment, on se sert de nos mots souvent pour donner forme à un sentiment, pas une réflexion. Et que c'est seulement en vieillissant que parfois les matheux, alors eux, les mathématiciens, ont accès à l'abstraction uniquement par une forme d'intelligence exceptionnelle. Ils ont accès à un langage d'abstraction d'emblée. Mais là, ce dont je suis en train de parler, c'est la forme verbale qu'on donne à un sentiment. Alors, il y a des romanciers la plupart des romanciers donnent forme verbale à un sentiment. Mais Camus, dans L'Étranger, Camus montre très bien comment on peut écrire un roman avec quelqu'un décrivant probablement un monde mental d'attachement évitant, distant, froid, étranger, tout mais étranger. Donc, je pense qu'un Camus avait ce talent. Je pense que beaucoup d'écrivains ou beaucoup de comédiens mettent en scène, Depardieu joue très souvent des attachements ambivalents. Je vais te défoncer,
mais je t'aime beaucoup, mais je vais te défoncer quand même. C'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps dans un livre de Depardieu. Donc je pense qu'on peut donner une forme verbale, imagée. Les comportements sont des images. Les mimiques, c'est des images. Les gestes, on apprenait les gestes académiques au XIXe siècle, hein, c'est-à-dire la vertu indignée. Hitler s'est servi de ça, s'est servi des gestes. Il faisait venir chez lui un chanteur d'opéra qui lui apprenait les gestes qui permettent de communiquer à distance, parce que les micros portaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc il fallait quand même qu'il puisse transmettre une émotion. Alors il avait appris les gestes d'opéra que Charlie Chaplin a merveilleusement bien reproduit, sauf qu'avec Charlie Chaplin, on meurt de rire et qu'avec Hitler, on meurt pour de bon. Donc, mais ça veut dire qu'on peut, le talent, alors peut-être c'est peut-être ça le talent, c'est de pouvoir donner forme à ce qu'on sent, à ce qu'on pense, mais à des mondes mentaux très différents. Voilà, je suis très content de ma réponse, mais je ne suis pas certain d'avoir répondu à votre question. Bonsoir, merci. J'avais eu envie de vous dire une citation de Georges Braque. L'art est une blessure qui devient lumière. Et personnellement, je voulais savoir ce qui se passe avec un enfant quand l'enfant, justement, amène un dessin à sa mère et que le dessin n'est pas reçu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que l'enfant se déconstruit ou est-ce qu'il ne peut devenir créateur que quand il sera lui-même un jour reconnu? Alors, merci. Alors là, vraiment, merci, parce que si l'enfant dessine, c'est pour communiquer. S'il dessine, c'est pour supporter l'absence de sa mère, et il imagine le retour affectueux de sa mère. Et si le retour de sa mère n'est pas affectueux, là, l'enfant est en échec. Alors, je pense que il peut très bien réagir parce que là, il n'a pas contrôlé son émotion. Dans l'exemple que vous proposez, qui existe dans la réalité, l'enfant désapprend à communiquer. Et on voit que beaucoup d'enfants rejetés comme ça deviennent ambivalents. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'affection, et comme cette affection, ils pourraient apprendre à exprimer leur affection, mais quand l'affection n'est pas reçue, eh bien, ils désapprennent l'expression de l'affection, et dans ce cas-là, ça fait des enfants explosifs, parce que l'expression par les mots, par les gestes, par la peinture, c'est une manière de réguler l'émotion, de la maîtriser. Et ces enfants qui sont sans cesse rejetés finissent par avoir des troubles cérébraux. Par exemple, j'ai eu à accompagner deux petits garçons, et l'un, sa mère ne l'appelait que Pilule, devinez pourquoi, et l'autre, sa mère ne l'appelait que Tête de l'art. Et elle faisait rire quand elle invitait des gens. Tête de l'art, va chercher du pain. Oui, maman. Et tout le monde riait parce qu'il avait répondu à Tête de l'art. Et tout le monde riait. Donc cet enfant-là se développait dans un milieu très adverse. Et on parle tout le temps des traumas spectaculaires. L'agression physique, l'agression sexuelle, la guerre, la précarité sociale, qui est une agression répétée tous les jours, et on parle peu des agressions insidieuses, des conditions adverses qui abîment le cerveau d'un enfant parce qu'il ne peut plus réguler l'émotion, il n'apprend plus à s'exprimer, ou alors il se tait et il explose parce que l'inhibition, je bouge pas parce que je suis malheureux, à un moment je suis trop malheureux, ça explose contre l'autre ou contre soi-même. Donc ça veut dire que votre exemple se voit souvent en clinique et ça finit par faire des altérations, même cérébrales. Bonsoir. Alors moi, je voulais juste poser une question. C'était un moment où vous parliez de la pluralité, du « je suis un et en même temps mille », et vous avez parlé du soi lacanien. Et comme quoi, je dois un petit peu me déshabiller de tout ce que je suis pour me montrer moi. Et j'ai pas réussi à bien comprendre un petit peu cette notion. Bon, après, c'est peut-être du Lacan. Mais pour moi, le soi, c'est être sur un chemin, c'est du aller vers, c'est du mouvement. On est en
constant remaniement de soi-même. D'une certaine manière, je serais différent tout à l'heure en sortant de cette conférence, et comment on peut n'être juste qu'une seule chose et se définir comme étant une seule chose, sachant que la vitalité, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure avec votre exemple, où cette personne qui était déprimée a repris, a restimuler son élan vital au travers de l'altérité, en tout cas d'une production artistique de quelqu'un d'autre. Comment on peut être en se coupant de tout ça et se figer, puisque se figer, c'est un peu la morbidité, c'est la mort, c'est l'arrêt de tout. Donc je ne comprenais pas vraiment cette définition du soi. Alors, je pense que si j'ai bien compris ce passage de Lacan, le soi et le moi, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que quand Lacan dit le moi est l'aliénation première, il veut dire si je veux devenir moi, m'exprimer, il faut que je renonce à d'autres potentialités. Pour parler, je ne peux pas tout dire en même temps. Je suis obligé de choisir des mots, je réduis, ça me permet de faire une phrase que peut-être vous comprendrez. Si je veux tout dire en même temps, personne ne comprendra et moi je ne pourrai pas m'exprimer. L'identité est une réduction. C'est-à-dire que c'est une réduction momentanée et contextuelle. Mais c'est une réduction, je suis moi en relation aujourd'hui dans ce contexte avec mon histoire et la vôtre. Donc, alors que le soi, c'est certainement quelque chose de plus profond, c'est presque, Freud dirait, c'est presque à l'émergence du biologique. C'est-à-dire c'est au-dessous de l'inconscient, disait Freud, il y a le roc du biologique. Et maintenant, les sciences cognitives montrent qu'il avait raison. Mais Freud n'était pas psychologue ni psychiatre. Freud n'a été que neurologue. Il a fait sa thèse, une très belle thèse de neurologie. Et donc tout ce qu'on connaît maintenant en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, Freud ne le connaissait pas. Même en psychanalyse, il a dû le découvrir. Donc je pense que... mais en revanche, il avait compris, l'idée qu'il proposait, c'est que au-dessous, il y a le conscient, qui est c'est là où on croit vivre, l'inconscient freudien, qui est l'inconscient cognitif. L'inconscient cognitif, c'est... dans l'inconscient cognitif, on résout presque tous les problèmes sans prendre conscience qu'on les résout. Par exemple, on est en train de lutter contre l'attraction terrestre. Personne ne s'en rend compte. Ça nous coûte beaucoup d'énergie. Sinon, on serait tous écrasés sur le sol. Eh bien, notre corps, notre cerveau résolvent le problème. C'est-à-dire que là, on est dans l'inconscient cognitif. Dans l'inconscient cognitif, je ne sais pas que je sais. Alors que dans l'inconscient freudien, je ne supporte pas de savoir. C'est donc deux niveaux différents. Alors, et je pense que quand on est construit, on a, Freud disait la pulsion, parce que c'était le mot de son époque. Aujourd'hui, on renonce à des définitions aussi vagues. On peut employer des mots comme ça, mais c'est des mots assez imprécis. Mais je pense que la construction de notre personnalité, elle est graduelle depuis la rencontre du spermatozoïde de notre père avec l'ovule de notre mère. Le milieu a sculpté constamment le développement et ça dure tant que dure notre vie, mais c'est de moins en moins rapide puisqu'il y a des périodes sensibles. La petite enfance est une période sensible, l'apparition du langage, l'adolescence, le premier amour. Les dépressions peuvent être aussi des périodes sensibles, les traumas sont des périodes sensibles où il faut tout repenser. Donc on évolue comme ça et on coordonne des déterminants hétérogènes. Alors ce que je viens de dire là, c'est difficile à penser dans notre culture cartésienne. Parce que dans notre culture cartésienne, il faut qu'une cause provoque un effet. Et dans les raisonnements systémiques, comme celui que je viens de vous proposer, c'est une convergence de causes qui provoque un effet. Donc c'est pour ça qu'on change de registre à chaque fois. Moi, ça m'a plu votre question aussi, parce que en fait, j'ai pas le sentiment que la plénitude, ça serait renoncer pour être soi, mais plutôt le sentiment que c'est en acceptant la multiplicité en nous, mais tout en restant ou en parvenant à s'unifier, qu'on atteint la plénitude. Vous n'avez pas une autre question, non?
Non? Bonsoir. Merci pour cette discussion très riche et animée. En fait, moi, j'aimerais revenir au sujet, en fait, le rapport entre l'attachement et l'intelligence. Est-ce que pour être intelligent, il faut être attaché à quelqu'un? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Et finalement, par rapport à l'enfance, j'ai compris que le cerveau des bébés, en fait, il a peur tout le temps. Et c'est l'interaction avec les autres qui va le rassurer. Mais du coup, est-ce que plus tard dans la vie, est-ce qu'on peut avoir par exemple, perdre des habits, être seul et finalement pouvoir vivre quand même bien tout seul, même avec des gens autour? Oui, mais là, je pense qu'il faut faire attention aux mots. Quand un adulte est seul, il n'est pas isolé. Il est avec ses livres, avec son passé, avec son histoire, avec ses rêves, et son monde intime est plein. Donc il n'est pas isolé. Les moines, quand ils s'isolent, quand ils font une retraite, ils sont en communication constante avec Dieu. Ils ne sont pas isolés. Alors que les enfants, dont on a parlé tout à l'heure, n'ont aucune stimulation biologique. Ils n'ont aucune stimulation. Leur cerveau est atrophié parce qu'il n'est pas stimulé. Donc je crois que là, il y a les mots, il faut faire attention aux mots. Quand on parle d'isolement sensoriel chez un enfant, c'est un enfant qui est dans une cuve où il n'y a rien. C'est-à-dire, donc s'il n'y a rien, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de vie. Il y a de la vie biologique qui s'éteint rapidement. Alors que lorsque un adulte est seul, il est seul pour se reposer, parce qu'il en a marre de stresser dans la vie quotidienne, parce qu'il avait besoin d'être seul à cause d'un burn-out, parce qu'après une déception, on a besoin de se reprendre en restant seul. Mais je pense qu'on n'est pas seul, on est seul avec son histoire, avec son passé, avec ses rêves. Il y a un livre magnifique de Aaron Appenfeld qui est sorti cette année, qui s'appelle « Jour d'une stupéfiante clarté » et qui parle d'une solitude alors tellement pleine. Si vous avez envie de le lire, c'est très très beau sur ce sujet. Bonsoir, je suis là. Je m'appelle Cindy. En fait, je suis une personne handicapée et je vis en fauteuil depuis toute petite. Et j'ai vécu dans des foyers pour personnes handicapées. Est-ce que ce que j'ai constaté depuis la petite enfance, c'est qu'on est très vite ballotté de main en main, qu'on est très vite caractérisé, qu'on doit s'habituer aux personnes à qui on a affaire et que c'est pas facile de se démarquer et de faire sa propre identité avec tout ce monde, parce que à la fois il y a du monde, mais à la fois on est très seul, et en même temps on a nos camarades en face de nous qui sont handicapés comme nous, et c'est très marrant parce que on arrive à pratiquer le capacitisme entre nous, et les adultes qui sont avec nous sont pas toujours adaptés aux attitudes des enfants handicapés. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est... Voilà. Désolée. Merci. Alexandre Jolien, que beaucoup de gens dans la salle connaissent, vous le connaissez aussi? Vous ne l'avez pas lu? Il faut le lire et le rencontrer. Et, ah bon? L'éloge de la faiblesse, je lis. Alors, il est très intéressant, il est attachant, et il raconte comment il a réussi à progresser alors que le regard social l'empêchait. Quand il était enfant, le regard social l'empêchait de progresser. Et il raconte comment ce sont ses copains de chambre qui ne parlaient pas, qui l'ont encouragé. Il a progressé. La première fois que je l'ai rencontré,
C'était à l'occasion de son premier livre que Jean-Claude Guilbeault et moi, on a fait publier. Il parlait très mal parce qu'il commençait à peine. Et son livre a eu tellement de succès, il a été invité à parler avec tellement de journalistes que je peux vous assurer qu'aujourd'hui il parle bien, qu'il est même difficile à faire taire. Hein. C'est-à-dire qu'il a, en se socialisant, malgré le regard social qui l'enfermait, qui l'empêchait, eh bien, à son âge, il continue encore à progresser. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Personne prétend avoir tout réglé. Mais ça veut dire qu'il progresse et qu'il règle de plus en plus. Et en tout cas, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de sa blessure. Puisque sa blessure, il l'a transformée en mode relationnel, il l'a transformée en réflexion, il l'a transformée en livres qui ont beaucoup de succès, et c'est justice. Parce que dans son premier livre, il imagine que lui, sortant d'une institution, parlant mal, il discute avec Socrate. Et bien sûr, il mouche Socrate à toutes les phrases. Socrate se trompe tout le temps. Et lui, il explique à Socrate, et ce livre qui est plein d'humour, et plein de talent et plein d'intelligence, ça a été probablement une des premières étapes de ses progrès qu'il continue encore à faire aujourd'hui. Bonsoir, je suis là. Juste là. Moi, j'avais une question à propos de l'empathie pour les personnes qui n'ont pas eu un nid affectif et qui ont été isolées et qui, du coup, n'ont pas eu d'altérité, comme vous avez dit, et qui n'ont pas développé l'empathie. Comment faire pour y remédier, enfin voilà. J'ai pas très bien compris. Vous n'avez pas compris la Les question? personnes qui n'ont pas eu d'empathie, comment ils peuvent faire pour réparer en fait ça, pour développer cette empathie eux-mêmes? Eux-mêmes, je crois que seul, il ne peut pas y avoir d'empathie. Un bébé seul ne peut pas apprendre l'empathie. Mais Isabelle a dit tout à l'heure, l'empathie, c'est le paradoxe sur le comédien de Diderot. Ou bien on a éprouvé quelque chose soi-même, et dans ce cas, on se met facilement à la place de l'autre, parce que, oh là là, alors je pense à un travail j'habite à Toulon, et à Toulon, c'est un port de guerre. Et les nageurs de combat, c'est vraiment une discipline de soldats probablement la plus difficile. Et ils les font nager dans les torrents glacés. Et il y a un moment où les soldats les plus costauds sont obligés de démissionner, ils sont obligés de sortir. Et le lendemain, les militaires amènent ces soldats qui sont sortis parce qu'ils n'avaient pas tenu trop longtemps, et ils voient d'autres soldats descendre dans l'eau glacée. Et tous disent, oh là là, je sais ce qu'il doit ressentir. Moi, à sa place, l'empathie est facile parce que je m'identifie sachant ce que j'ai subi, je m'identifie à ce qu'il subit. Mais on peut provoquer l'empathie avec des représentations. C'est-à-dire que même la différence entre l'émotion et le sentiment. Je peux déclencher une émotion chez chacun d'entre vous avec des substances. Je peux injecter une amphétamine, je peux injecter de la cocaïne, je peux vous faire boire du vin, vos émotions ne seront pas les mêmes. Mais pour provoquer un sentiment, il faut qu'il y ait une représentation, au sens théâtral du terme. Dans mon théâtre intime, je me rappelle quand j'étais là, on m'explique, quelqu'un joue. Oh là là, on a froid aux os, on peut plus nos muscles, on peut même plus se servir de nos muscles. La représentation ne provoque pas une émotion, la représentation provoque un sentiment. Sauf que les émotions, par définition, ex movere, c'est un mouvement bref. Les émotions s'éteignent toutes vite. Alors que les sentiments sont durables, répétables, on peut revoir le film, on peut relire le livre, on peut en discuter comme dans le théâtre grec, et là on peut faire durer un sentiment, donc on peut très bien avoir de l'empathie sans avoir subi ce que l'autre subit. Simplement, un film, un roman, une explication peut nous décentrer de nous et nous faire comprendre, nous faire représenter les représentations d'un autre. Oh là là, je me mets à la place, Persépolis. Je me mets à la place d'une petite fille iranienne qui a du mal à se développer.
je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas iranien, et pourtant j'ai compris. La représentation de ce dessin, qu'elle trouve très beau, la représentation de ce dessin m'a permis d'éprouver de l'empathie pour les femmes iraniennes. Et pourtant, c'est pas moi. Dans votre question, j'ai cru percevoir aussi peut-être, c'était comment guérir quand on a manqué d'empathie enfant. Peut-être il y avait quelque chose de ça. Et ben, quand on lit vos livres, on voit bien qu'il suffit peut-être d'avoir, enfin il suffit, une personne, un tuteur, une rencontre. C'est pas forcément le père ou la mère. Ça peut être plus tard, qui puisse représenter quelqu'un qui vous donne cette empathie, qui vous fait ce cadeau-là, de vous construire là où vous avez eu un manque. C'était votre question ? Alors en tout cas, c'est la réponse et me convient tout à fait parce que effectivement, un tuteur de résilience, c'est la fonction d'un tuteur de résilience. Un tuteur de résilience, j'avais pas le vocabulaire, mais... Oui, bonsoir. Dans le début de votre discussion, vous avez dit que dans la lecture, nous recherchons ce que l'on pense, nous recherchons ce que l'on est. Et se lire soi-même, oui. Voilà. Et il y a dans la presse en particulier, entre rédacteurs, écrivains et lecteurs, un jeu de se faire plaisir. Hein, et cette recherche, on la sent très bien. Hein, c'est que pour vendre pour la presse, ben, il faut écrire ce que le lecteur a envie de lire. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, dans les événements que l'on voit, eh bien, il y a un rejet complet de la presse, hein, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet ? Isabelle va vous répondre. Non, parce que moi j'ai du mal à comprendre votre question. Vous voulez dire que la presse manquerait d'empathie ? Non, ce n'est pas ça. C'est que il y a dans la presse une recherche. Elle a besoin pour pouvoir vendre d'écrire quelque chose qui va plaire au lecteur. Ah oui. Hein, et on voit aujourd'hui il y a un rejet. Le lecteur, hein, ou certains lecteurs ont un rejet complet de la presse. Et je ne sais pas pourquoi il y a ce rejet. Moi, la presse, j'avoue que c'est pas là où j'ai l'impression, ce que je disais tout à l'heure, de me lire. J'ai l'impression de me lire dans des livres où il y a ces phrases bijoux dont je parlais. La presse, on parlait tout à l'heure d'intelligence et de partage de cette intelligence et d'expérience. C'est peut-être pas pour rien si avant on créait des livres, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais enfin tout de même, c'est pas pour rien si peut-être avant il y avait des livres qui étaient faits sur les critiques, on publiait les critiques. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt de l'ordre de l'opinion. Et j'ai mal compris votre question parce que moi, de mon côté, j'ai le sentiment que parfois la presse manque d'empathie. La presse en général, c'est-à-dire aussi les émissions de télé, etc., où on a l'impression qu'on vient pour être dans une joute verbale davantage que dans une empathie et dans un partage d'art, d'émotions, enfin de choses comme celle-là. Mais j'ai l'impression que je ne réponds pas du tout à votre question. Pardon, c'est ma réponse. Et puis, je dirais qu'un livre parle de moi. Même si c'est Madame Bovary, même si c'est Persépolis, un livre parle de moi. Il parle d'une partie de moi. La presse ne parle pas de moi. La presse me montre des événements souvent extérieurs à moi. Et l'autre jour, j'étais à Venise sur la Giudecca. Et tous les matins, il y avait des hommes qui venaient, qui prenaient le journal, le café, et qui éprouvaient un moment de délice extrême à lire les horreurs de la presse. C'est-à-dire que ça ne parlait pas d'eux, mais ça créait un événement verbal. Je suis bien, il fait beau, c'est beau, et hop, on me raconte un événement verbal que j'oublie très rapidement, que j'oublie. Hein, la mémoire politique est très brève, mais j'oublie. Mais j'ai passé un moment, il y a eu un événement, mais la presse n'a pas parlé de moi. Alors qu'un livre parle de moi. Si j'arrive à le lire, c'est que c'est une rencontre. Et la parole parlée n'a pas la même fonction que la parole écrite. Ce soir, on s'est réunis pour des paroles parlées.
c'est-à-dire des actes de parole. Il faut qu'on se voit, et regardez que dès qu'on ne voit pas, comme on est gêné pour parler. Hein. Il faut vraiment qu'on se... Comment font les comédiens pour jouer dans le noir comme ça? Alors moi, personnellement, ça m'aide, et d'ailleurs, j'enlève mes lunettes, et comme ça, j'ai moins peur. Alors, donc, des paroles parlées, on veut rencontrer quelqu'un, on va voir ses mimiques, et même si vous vous taisez, vous participez, vous êtes co-auteur de mon discours. Parce que quand je parle, vous souriez, vous hochez la tête, vous froncez les sourcils, tiens, il n'est pas d'accord. Vous n'avez pas dit un mot, et pourtant vous avez gouverné une partie de mon discours. Or, dans la parole écrite, c'est pas ça du tout. Dans la parole écrite, je plonge dans mon monde intime, je vais chercher des choses que j'ai envie de travailler, auxquelles j'ai envie de réfléchir, que j'ai envie de partager avec un lecteur imaginaire, donc parfait. Donc le lecteur, c'est l'ami parfait. Et si mon livre, si ma plongée intérieure lui convient, eh ben, ce sera une rencontre parfaite. Et si ma plongée intérieure ne lui convient pas, le livre va lui tomber des mains et il ne le finira pas. Donc il n'y aura pas eu de rencontre. Donc c'est deux stratégies de relations totalement différentes. La parole parlée est un acte, une rencontre. La parole écrite est une plongée imaginaire qui permet aussi une rencontre, peut-être même encore plus parfaite. Alors, je suis désolée, on va prendre les 2 dernières questions. Vous avez été très nombreux à vouloir intervenir. Bonsoir, je m'appelle Pierre et je voudrais savoir quelle forme prend l'intelligence, non pas dans l'attachement mais dans le détachement d'un membre, le membre fantôme, un membre auquel on est attaché en principe. Un membre de la famille. Un membre fantôme. Ah, dans le membre fantôme. Alors là, merci pour cette question, parce que le membre fantôme, pour les gens qui ne connaissent pas, j'en ai vu beaucoup, hein, les gens souffrent pendant des mois, des années, et ils souffrent tellement, où il y a une gangrène, qu'il faut couper, amputer, enlever le membre. Et je l'ai vu beaucoup, plusieurs fois, et les gens continuent à souffrir d'un membre qu'ils n'ont plus. Or, la neurophysiologie maintenant explique ça, c'est que les trajets nerveux ont circuité. Freud parlait de frayage, c'est un neurologue. Hein. Il parlait les trajets nerveux, la douleur répétée pendant des mois, des années. La douleur a fini par circuiter un trajet dans le corps, à la base du cerveau et même sur le cortex. Et maintenant, la neuroimagerie photographie ce circuit, ça fait des gerbes de couleurs comme des bouquets de fleurs, des gerbes rouges, bleues qui explosent sur le cortex. C'est une forme de beauté. Sauf que dans le cas du membre fantôme, le membre n'existe plus, les circuits continuent à envoyer des stimulations qui sont traitées par la base du cerveau, qui continuent à envoyer des informations au cortex. Donc les gens souffrent réellement pour de bon, d'un membre qui n'est plus dans le réel, mais qui est encore dans leur corps et dans leur mémoire biologique tracée, et ils souffrent réellement d'un membre qui n'est plus là. Et d'ailleurs, c'est important parce que depuis qu'on a compris ça, depuis que l'électrophysiologie et la neuroimagerie nous a permis de photographier ces trajets, ça nous permet de comprendre aussi les hallucinations. Les gens voient comme dans le rêve. Les gens ont peur, on a des cauchemars. Quand quelque chose n'est pas là, on a des cauchemars parfois très angoissants. On a très peur. Et bien là, on voit que c'est des traces du passé qui sont réveillées au moment du sommeil paradoxal, c'est-à-dire une alerte du cerveau. Et ça réveille une trace. Donc les gens, nous, quand ça nous arrive, on a réellement peur. On voit des images terrifiantes qui ne sont pas dans le contexte, mais qui sont tracées dans notre mémoire. Non, ce n'est pas une forme d'intelligence. Moi, je dirais que c'est une relation. Alors, merci pour votre remarque. C'est une relation qui permet de supporter ça. Parce que quand je raconte, je souffre. Quand je raconte ma souffrance à quelqu'un qui me met en confiance, une base de sécurité, j'ajoute une autre source de mémoire.
À la mémoire de la douleur, j'ajoute la mémoire de ce que je lui ai raconté sur ma douleur, donc je modifie non pas la douleur, mais je modifie la représentation de la douleur, donc je l'éprouve différemment. Même si je l'ai encore, je l'éprouve différemment. C'est donc la relation qui modifie ça, c'est pas l'intelligence. C'est que si on est avec quelqu'un, un médecin, un conjoint, un copain, un prêtre, je ne sais pas, chacun se débrouille avec sa vie. Si on est avec quelqu'un qui nous sécurise, c'est le meilleur tranquillisant qui soit et qui peut modifier. Le membre coupé, il a été coupé. Le réel existe, il a été coupé. La représentation du monde coupé, on peut la modifier par la relation, par le théâtre, par l'amitié, par l'affection, par les explications. Voilà. Donc la dernière question au fond. J'ai une petite question pour finir. Merci pour cette conférence. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que la création vient d'un manque, en disant que si on était parfait, on ne créerait pas. Après, je me suis dit que si on applique ce raisonnement-là sur n'importe quelle autre chose, que ça peut être le besoin de manger, le désir, et ainsi de suite, la conclusion serait la même, parce que si on est parfait, effectivement, il n'y aura plus rien d'autre peut-être à désirer. Et est-ce que finalement, en expliquant d'une manière peut-être univoque que la création vient quasiment que d'un manque, on pousse quasiment les artistes aujourd'hui, ou même les scientifiques, à expliquer toute chose par un manque. Et du coup, c'est une prophétie autoréalisatrice qui se fait. Et peut-être, comme l'a défendu votre Madame Isabelle Carré, c'est que finalement, il y a une certaine pluralité, et c'est ça qui va peut-être donner une complexité après à la création, non? Alors, moi, je formulerai la réponse un petit peu autrement. Le manque contraint à la création, mais ça ne veut pas dire que la création soit contrainte au manque. Toutes les vaches sont des mammifères, ne veut pas dire que tous les mammifères sont des vaches. C'est-à-dire que on peut très bien, quand on est en souffrance, c'est la création qui nous permet de métamorphoser la souffrance en œuvre d'art. Mais quand on est bien, pas gavé, mais quand on est bien, il y a forcément des moments de manque, mais de manque normal. Hein. J'ai soif, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, je voudrais faire la sieste. Et il y a des gens qui ont le talent de transformer ces moments de manque physiologique de la vie quotidienne en œuvre d'art. Donc le manque de deuil contraint à la création, mais la création ne contraint pas au deuil. Bien. Merci.